Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue pour vivre la deuxième étape aujourd'hui, la deuxième étape de ce Tour de Suisse. Une deuxième étape qui va emmener les coureurs de Cusnaert où a été jugé hier l'arrivée de la première étape. On revoit d'ailleurs le sprint victorieux du Britannique Stephen Williams de l'équipe Bahreïn Victorious. Vainqueur surprise de cette étape hier à Cusnaert, et ce matin on est reparti de cette localité, enfin ce matin il était midi quand même, on est reparti de cette localité avec les coureurs, 153 coureurs, pas d'abandon hier, un leader donc en la personne de ce Britannique qui a remporté hier sa première course au niveau World Tour, cette première étape du Tour de Suisse, après s'être imposé l'année dernière dans la Crow Race, une épreuve que l'on vous avait d'ailleurs diffusé sur la chaîne d'équipe. Le classement général qui respecte l'ordre de l'arrivée de l'étape hier avec Williams devant Sharman et Andreas Kron qui portera d'ailleurs le maillot de meilleur jeune, et puis un peu plus loin derrière un certain nombre de favoris qui avaient pris la bonne échappée si l'on peut dire, partis en force dans le final. Les favoris se sont distingués et les écarts sont importants, on y reviendra, mais quand vous avez Dan, Felipe Martinez, Rigoberto Urán, Thibaut Pinot qui sont déjà relégués loin des meilleurs, ils ont perdu hier plus de 50 secondes, si vous ajoutez les bonifs ça fait plus d'une minute, et bien évidemment pour ces trois là on ne songe plus au classement général, en tout cas pour la victoire, si toutefois on avait ça pour objectif. On découvre le parcours du jour avec nos consultants Christophe Riblon et Cyril Guimard. Bonjour messieurs. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Regardez Cyril, vous parlez, vous ouvrez la bouche au moment où on découvre cette petite boucle qui va faire beaucoup causé quand même, et qui a sûrement été très commenté lors du briefing ce matin, parce que la première partie est assez roulante, la dernière partie, cette fameuse boucle de 50 km, eh bien elle est beaucoup plus difficile puisque c'est là qu'on retrouve notamment les ascensions répertoriées au Grand Prix de la montagne. Alors avant il y a des ascensions qui ne sont pas répertoriées, mais on peut quand même s'attendre à un final difficile, d'autant que l'étape fait pratiquement 200 km, donc une course usante, 200 km. Et un final escarpé. Est-ce qu'on va revivre une étape aussi mouvementée que celle d'hier? Vous avez votre boule de cristal, Cyril Guimard, vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, elle sera par obligation animée, puisqu'il y a beaucoup de coureurs, Patrick, vous venez de le dire, qui sont loin au classement général. Donc par obligation, ça va bouger très tôt pour essayer de partir dans l'échappée du jour, qui pourrait être peut-être la bonne échappée. Stephen Williams, que vous voyez ici, on aura l'occasion de l'entendre avec le sourire. Il est presque plus souriant ce matin qu'hier à la victoire d'étape. Le meilleur grimpeur, c'est Quinn Simmons. Il était dans l'échappée hier et de façon très pragmatique, il est allé chercher les points nécessaires. Le maillot du classement par points, justement, eh bien c'est Marc Hirschi, et le meilleur jeune, c'est Andreas Kron, je vous l'ai dit, maillot blanc donc au départ de cette étape. Oui, alors c'est vrai qu'il porte le maillot du classement par points parce que tout simplement Sharman a refusé de le porter, préférant porter son maillot de champion d'Allemagne. Effectivement. Allez, le départ donné donc peu après midi, à midi 10 pour cette deuxième étape. Départ donné, je parle du départ réel, près de Cusnaert, et très vite on a eu une échappée qui s'est dessinée. Là on retrouve les images du direct avec l'ascension de la côte qui rapporte aujourd'hui le plus grand nombre de points, une côte de deuxième catégorie, la première sur ce Tour de Suisse. Il y a des côtes de troisième, hier on en a eu une palanquée, enfin c'était souvent les mêmes d'ailleurs qui revenaient puisque c'était une course en circuit, côte de deuxième catégorie, il y en a une aujourd'hui, puis il y aura aussi des côtes de première catégorie. Et on se dispute les points pour le Grand Prix de la montagne au sein d'une échappée qui a pris les devants. Une échappée, initialement ils étaient 8, rejoints par 2 hommes, donc 10 au total, mais on perd du monde en cours de route et vous le voyez, on a perdu, en tout cas je crois définitivement, Claudio Imhoff, et sur cette ascension de Gempen, eh bien on voit que l'échappée s'est un petit peu disloquée, mais elle s'est recomposée un petit peu plus tard. Et là on arrive au sprint. Le sprint intermédiaire, effectivement, le premier sprint intermédiaire. À une soixantaine de kilomètres de l'arrivée, il n'est pas très disputé ce sprint.
avec le coureur de l'équipe DSM qui est passé en première position sur ce sprint intermédiaire, c'est Andreas Leknesund, et qui fait partie de cette échappée dans laquelle on retrouve également des coureurs appartenant à des équipes françaises. Je pense au Suisse Michael Schar qui appartient à la formation AG2R Citroën et qui est présent dans cette échappée. Regardez, il est là, ici à droite, grand gabarit. On retrouve également Mathieu Burgodeau pour la formation Total Energy qui est dans cette échappée, auteur d'un très bon début de saison. Matteo Badilati pour la formation Groupama FDJ, mais je ne le vois pas. On a également dans cette échappée Jonas Rutsch de la formation IF. Lui, on le voit bien, il est en première position. Le coureur de la formation Lotto Soudal, eh bien, il s'agit de Matthew Holmes. On a Joël Sutter aussi pour l'équipe UAE, le 176. Et les autres ont disparu. Qui d'ailleurs est passé en tête au sommet du deuxième catégorie qu'on a vu tout à l'heure. Joël Sutter. Parce qu'on signalait Leonardo Basso de l'équipe Astana, il n'est plus présent. On signalait également la présence de Badilati, donc qui n'est plus là, et la présence de deux coureurs de la sélection helvétique, Claudio Imhoff et Simon Witztul. Simon Witztul qui était déjà échappé hier et qui voulait absolument ravir le maillot de meilleur grimpeur, finalement obtenu par Quinn Simmons. Alors si Badilati est bien là, il était à la hauteur de la voiture de son directeur sportif très certainement, et il est revenu. En revanche, où sont passés les deux coureurs suisses? Alors l'histoire de cette échappée, c'est qu'au départ, les deux coureurs de cette sélection helvétique n'étaient pas présents dans le coup. Ils avaient raté le coup. Ils avaient raté le coup. Ils sont partis en petit rallye derrière pour rentrer. Ils ont fait un boomerang un peu. Et ils sont revenus. Et puis là, sur la difficulté que les coureurs viennent de franchir, Imhoff s'était fait sortir un petit peu avant. Mais c'est vrai qu'il avait s'était surtout mis à fond pour ramener son équipier à l'avant pour qu'il puisse aller faire les points. Et ben malheureusement, il ne les fera pas. Le voici. Peut-être qu'il est. Ah non, c'est Imhoff. C'est Imhoff. Claudio Imhoff qui a été le premier à se faire distancer. Et il va être rejoint par le peloton, je pense. Le deuxième à s'être fait distancer, c'était Leonardo Basso pour l'équipe Astana. Et le troisième, c'est le coéquipier de Claudio Imhoff, Simon Witztum, qui a beaucoup donné hier, rappelez-vous, dans cette échappée. Imhoff passe seulement au sprint intermédiaire. Effectivement, j'ai pas mis le chrono en route, mais il y a au moins 3 voire 4 minutes de retard pour Imhoff sur l'échappée. Oui, alors qu'on vous indique le retard du peloton, qui lui est d'environ 5 minutes 46. Il va falloir en parler de cela, Patrick, pour une raison très simple, c'est que dans le groupe de tête, nous avons 3 coureurs qui sont à 1 minute et 1 seconde du leader, et le peloton est à 4 minutes 50. Il pourrait bien y avoir un bouleversement du classement général dans une petite heure, un quart. En tout cas, on prend des risques dans le peloton. Enfin, on a pris des risques en laissant autant d'avance à l'échappée. Surtout qu'on a vu que c'est une échappée de coureurs solides, avec notamment pas mal de coureurs d'équipe du World Tour. Et surtout, Cyril, tu l'as bien dit, 3 coureurs qui sont classés à 1 minute 01. Leknesund, Matthew Holmes et le français Mathieu Burgodeau, l'équipe Total Energy. Alors, pour vous, cet écart de 5 minutes 47 reste un écart dangereux? Tout à fait. Ah oui, vous n'hésitez pas comme ça. Oui, avec 54 km encore à couvrir. C'est quoi? C'est le théorème de Robert Chapat, ça, que vous êtes en train de nous annoncer? Oui, il est bousculé depuis longtemps, le théorème de Robert Chapat, pour des raisons très simples. C'est que le cyclisme a changé par rapport, on va dire, au cyclisme d'après-guerre jusqu'aux environs, on va dire, des années 70, 80. Et l'arrivée des très grosses équipes. Donc ce théorème ne tient plus. Ah, vous pensez qu'il ne tient plus depuis les années 70-80? Oui. Moi j'aurais dit depuis les années 90, non?
Non, ça avait, avec l'arrivée d'Armstrong et puis de la Ronce et après des équipes que l'on connaît aujourd'hui, non, on jouait avec, mais alors qu'à cette époque-là, c'était pour boucher le trou, tout le monde y allait, quoi. Alors que maintenant, on va gérer pendant des kilomètres et des kilomètres, même dans le final, vous voyez, on arrive à gérer à 30 secondes et on attend 10 bornes à 30 secondes avant d'aller chercher. Alors là, effectivement, vous nous le disiez, il y a danger. Il y a danger parce que cet écart est encore important, parce que la fin de parcours n'est pas dénuée de difficultés. Mais justement, est-ce que ces difficultés ne peuvent pas favoriser un regroupement? Parce qu'elles sont quand même... Si, toujours. Après, en tout cas, ce qui est quand même intéressant de voir sur l'image qu'on avait du peloton, c'est que c'est pas l'équipe du leader qui est en train de rouler à l'avant du peloton. On avait l'équipe de Koenig Quick-Step, d'Evenepoel, on avait l'équipe Bora, Hansgrohe de Vlasov et j'ai plus Ineos. Et Ineos, c'est ça. Et l'équipe Ineos. Donc clairement pour l'instant du côté de l'équipe Bahreïn, en fait je pense que c'est pour ça aussi que l'écart est autant monté. C'est tout simplement qu'on a, pour l'équipe Bahreïn, on fait mine, parce que je pense pas qu'on s'en désintéresse vraiment, mais en tout cas on a fait mine un peu de se désintéresser de cette échappée et surtout du général. On pense certainement que ce sera compliqué pour Stephen Williams de jouer le classement général. Donc voilà, on laisse la course se reposer sur ceux qui jouent vraiment le classement général. Ils ont totalement raison. Même si là, apparemment, il y a quand même un coureur de Bahreïn qui vient rouler histoire de filer un petit coup de main. Mais en tout cas, c'est relativement bien joué parce que du coup, ils ont politiquement forcé. correct. Voilà, c'est ça. Ils forcent quand même les trois équipes avec les grands favoris de ce Tour de Suisse à devoir faire le travail. Ça va nous amener à rappeler, pour ceux qui n'ont pas pu voir l'étape hier, à rappeler quelles sont les grandes têtes d'affiche de ce Tour de Suisse. Alors qu'on est en train de rattraper Basso dans le peloton. Leonardo Basso, vous avez vu tout à l'heure, il était passé avec effectivement plus de 3 minutes de retard sur le groupe de tête auquel il appartenait lors du franchissement de Gempen. Et là, il est sur le point d'être repris par le peloton. Les principales têtes d'affiche. Hier, on vous a dit il y a un favori. Logique sur le papier, parce qu'on en parle beaucoup, parce que c'est un peu l'enfant prodige du cyclisme des années 2010-2020, enfin plutôt 2020. Remco Evenepoel de la formation Quick-Step Alpha Vinyl. C'est pas n'importe qui, Remco Evenepoel. Il est peut-être même en train de changer la philosophie de cette équipe, l'équipe de Patrick Lefebvre, qui a longtemps été considérée comme une équipe de classique. Et avec un tel coureur qui envisage de changer tout simplement d'objectif et de physionomie. Deux équipes, hormis la formation Quick-Step de Remco Evenepoel, ont la faveur également des pronostics. La formation Ineos Grenadiers, avec un trio intéressant, Adam Yates, Dan Felipe Martinez, mais on sait que celui-ci a perdu beaucoup de terrain, donc ce sera pour les victoires d'étape. Et puis Geraint Thomas, en équipier de luxe, qui a eu l'occasion de terminer deuxième du Tour de Suisse il y a 7 ans. Et puis une autre équipe qui est remarquable également, et elle ne s'est pas laissée surprendre hier. L'équipe Bora Hansgrohe avec Alexander Vlasov, avec Sergio Higuita et Max Charman. Charman, le double vainqueur de Paris-Nice, mais qui ne fait plus aussi forte impression, en tout cas cette année. Eh bien, ces trois coureurs étaient tous dans le même temps parmi les 15 premiers, dans le temps du vainqueur, parmi les 15 premiers du classement général. Ça ne peut pas se résumer à 3 équipes, évidemment, puisque l'on a également la formation Jumbo-Visma, peut-être pas avec un effectif aussi impressionnant que sur le récent Critérium du Dauphiné, mais attention quand même. L'ancien champion du monde du contre-la-montre, Rohan Dennis, est là, et on sait que sur les courses d'une semaine, il se débrouille pas mal. L'ancien maillot jaune, Mike Tennyson également, si on envisage une arrivée au sprint. Donc une équipe Jumbo-Visma à suivre. Les formations françaises sont venus également avec des ambitions. Cofidis était venu avec Yonis Aguirre, mais il a perdu beaucoup de terrain. On aura l'occasion peut-être d'en savoir un petit peu plus. On a également Brian Cocard qui est là pour cette équipe Cofidis. La formation Groupama FDJ avec Thibaut Pinot. Mais on a eu l'impression hier que Thibaut Pinot ne voulait pas ou ne pouvait pas faire le classement général. Quoi qu'il en soit, c'est Stefan Kung à qui échoua cette responsabilité. Et il était présent dans le final avec les meilleurs. Les formations françaises donc représentées également avec Total Energy. La formation Total Energy où l'on a vu un Peter Sagan encore très pâle. Et puis également, bien sûr, la formation AG2R Citroën avec Benoît Cosnefroy, Clément Champoussin
Clément Champoussin et Clément Berthet, les deux Clément qui font leur rentrée après avoir été sérieusement blessés, puis avec également Michael Richard qui lui est dans cette échappée. Allez, on va passer la ligne d'arrivée pour entamer cette boucle décisive aujourd'hui dans cette deuxième étape avec cette échappée, donc qui pour l'instant continue de tenir tête au peloton, mais ils ne sont plus désormais que 7 dans cette échappée. Aux avant-postes, on va pas attendre le peloton, on va tourner tout de suite une page de publicité. On retrouvera le peloton sur cette ligne dans quelques minutes. Retour sur la deuxième étape de ce Tour de Suisse entre Küssnacht et Esch. 199 km et toujours une échappée devant. Une échappée qui oppose une très belle résistance au peloton. Échappée avec 7 coureurs qui sont maintenant à 44 km de l'arrivée. Il y a une deuxième difficulté qui est maintenant escaladée. C'est la côte d'Eschenberg. Avec, vous le voyez, eh bien, 3 km d'ascension pour les coureurs sur cette deuxième difficulté répertoriée, puisque l'on avait vu tout à l'heure, lors de la première difficulté qui a été franchie par les coureurs, Joël Sutter de l'équipe UAE, vous le voyez au cœur de cette échappée, basculer en tête. Il va sûrement essayer, bien sûr, de doubler la mise et de tenter de s'emparer du maillot de leader de la montagne, si c'était aujourd'hui, peut-être au cours de ces prochains jours, mais c'est un véritable opposant pour Quinn Simmons qui porte le maillot rouge de meilleur grimpeur depuis son échappée hier. Effectivement, ouais, aujourd'hui il y a la possibilité pour ces coureurs de l'échappée d'aller prendre pas mal de points, d'aller embêter un peu Quinn Simmons, voire même de le doubler. On va voir comment ça se passe dans cette ascension. On l'a vu, cette ascension, 7,5 de pourcentage moyen, et c'est une ascension très régulière. Il n'y a pas de replat, on est tout entre 7 et 8%. Et toujours l'écart qui, malgré tout, a commencé à diminuer. 4 minutes 15, 44 km. Mais voilà, c'est l'eau. Il va falloir faire un sacré effort quand même pour le peloton. On a quand même pris des risques. Je pense qu'avec ces différentes ascensions, ça devrait peut-être le faire pour aller chercher les hommes de tête, quoique ils sont quand même nombreux à l'avant, des coureurs qui ont quand même, on en a notamment 3 qui sont ennemis, donc des coureurs en forme au vu du profil qu'on a eu hier et surtout au vu de la course qu'on a eu hier. Donc attention, d'ailleurs on a bien pris conscience dans le peloton, il y a 4 équipes qui se relayent, Bora, Ineos, Bahreïn et l'équipe Quick-Step. Les équipes concernées bien sûr par le classement général final avec leurs différents leaders, plus un coureur de l'équipe du maillot jaune du classement général, vainqueur de l'étape hier. 4 minutes à 44 km de l'arrivée. Il faut reprendre 3 minutes pour que le classement ne bouge pas. Sauver le maillot déjà. Pour sauver le maillot et puis ne pas se retrouver avec des coureurs qui pourraient avoir 1 ou 2 minutes de gap au classement général. On vous rappelle que Andreas Leknesund, Mathieu Burgodeau et Matthew Holmes, respectivement des équipes DSM, Total Energy et Lotto Soudal, sont pointés justement avec un retard d'1 minute et 1 seconde sur le leader de la course. A noter qu'on est déjà passé sur un sprint intermédiaire qui donne des bonifications. Leknesund est passé en tête, donc il est plus qu'à 58 secondes maintenant de l'homme de tête. En deuxième position, c'était Matthew Holmes qui a pris 2 secondes aussi, qui est classé au général à 1 minute 1 aussi, donc lui ça le ramène à 59 secondes. Et en troisième, c'est Mathieu Burgodeau qui lui aussi a 1 minute 1, donc il a plus que 1 minute de retard sur le maillot jaune au classement général pour Mathieu Burgodeau. Étonnamment, c'est les 3 coureurs les mieux placés qui sont allés chercher les bonifications. Comme c'est surprenant, c'est incroyable ça. Comme par hasard, mais c'est logique. Ce coureur que vous voyez ici, c'est Claudio Imhoff. Il était dans l'échappée à l'origine. Maintenant, il est à l'arrière du peloton. Je pense que dans quelques temps, il sera dans les voitures. Donc là, on peut penser que pour le classement général, cette échappée ne devrait pas arriver avec plus d'1 minute d'avance. Maintenant, pour aller chercher l'échappée en tant que telle, ou tous les coureurs de l'échappée, c'est pas évident. À mon avis, pour la gagne de l'étape, il en restera 1 ou 2 ou 3 de cette échappée pour se disputer la gagne. Mais pour le classement général, je pense que le peloton reviendra au moins à moins d'1 minute.
Ouais, surtout qu'on voit que là, du côté de la Quick Step et de l'équipe Bahreïn, les deux coureurs qui avaient été désignés hein, pour rouler à l'avant se sont écartés au pied de cette ascension. Donc voilà, on commence déjà, il y a déjà de la fatigue hein, dans le peloton, notamment pour les coureurs qui ont roulé. Oula, alors que là les images, ça y est, sont revenues. Et Matthew Holm hein, qui semble faire l'essentiel du travail dans cette ascension. Et effectivement, on n'a plus que l'équipe Bora et l'équipe Ineos qui roulent en tête de peloton. Parce qu'hier, à l'arrivée de la première étape, il y en avait quand même un peu partout. Hein. Et là, effectivement, on a 3 coureurs qui étaient d'ailleurs dans le même groupe, hein, qui a terminé sur la ligne avec 51 secondes, ce qui faisait donc 1 minute et 1 seconde au classement général. Mais ce n'était que le 3e groupe à franchir la ligne d'arrivée hier à Kuznart. Dans le premier groupe, il y avait 15 coureurs, parmi lesquels un certain nombre de favoris. Hein. On les a cités tout à l'heure, les principaux favoris, Remco Evenepoel, Alexander Vlasov, Jakob Fuglsang, et puis également côté Ineos, Adam Yates et Kevin Thomas. Un groupe de 15 coureurs donc. Derrière, il y a eu un petit groupe qui est passé avec 24 secondes de retard, avec notamment Gross-Schartner, Moscon, Reichenbach, Asgreen, etc. Et puis aussi le français d'ailleurs Clément Berthet, qui n'a pas vraiment démérité, puisque rappelons que c'est quand même sa course de rentrée, puisqu'il était tombé dans le Jura et il s'était fracturé la clavicule. Et puis ensuite, donc, on avait ce groupe de 5 à pointer avec 51 secondes de retard. Là encore, un groupe d'une quinzaine de coureurs. Et ça lâche dans l'échappée. Leknesund hein, qui est en train de faire l'effort. Badilati en difficulté, tout comme Michael Char. Michael Char, oui. Badilati, Michael Char en difficulté. Mais également Sutter. Ouais, juste avant, ouais, on a vu Sutter. Hein. Sutter qui était passé en tête et qui ne pourra pas continuer à tirer profit de cette échappée pour engranger des points pour le classement de la montagne. Le voici. Non, ça c'est Imhoff qui se fait. C'est pas Imhoff, c'est. Je vais y arriver. C'est Witstul qui se fait reprendre par le peloton. Lui aussi était dans cette échappée initiale. Et devant, évidemment, eh bien, l'échappée est en train d'exploser. C'est logique, on va retrouver ceux qui, hier, ont fini à 1 minute. Donc ça veut dire qu'ils sont à peu près au même niveau, mais que maintenant, on ne peut plus se permettre de rouler en dedans, compte tenu que le peloton a amorcé le début d'une réelle poursuite. Ils ont repris 3,50, ils ont repris pratiquement une 10, une 15 depuis... Ah, Michael Char est revenu quand même. Alors qu'on a vu le panneau à 250 mètres du Grand Prix de la Montagne, donc on arrive au sommet. Et Leknesund qui accélère. Oui, Michael Char est rentré, mais ce n'est pas le cas de Badilati, Matteo Badilati, qui semble plus en difficulté. Hier, c'était Lewis Husky. On a vraiment envie, dans cette équipe Groupama FDJ, de se glisser dans les échappées, mais on n'a pas pour autant peut-être les hommes pour tenir le choc. Ça prouve que ce sont des échappées de vaillants hein, quand même. Et là, on en a la démonstration avec ces coureurs. La motivation est là aussi, hein, puisqu'il n'était qu'à 1 minute au classement général et qu'avec encore près de 4 minutes d'avance, ça veut dire qu'on a une possibilité d'aller chercher le maillot, mais là, il ne faudra pas perdre plus de 2 minutes 40, moins les bonifs. Donc là, je crois qu'il n'y a pas de problème, ces 3 coureurs vont se livrer à fond pour essayer d'aller chercher le maillot et la gagne de l'étape. Évidemment, Char ne roule plus. En fait, il n'y a plus que les coureurs du classement général qui roulent. Ouais, je pense que Char et Jonas Roch, hein, on les a vus, ils étaient limite hein, au sommet du grappin. Ils ont besoin de souffler un petit peu là. Ils sont un peu secs. Ils ont besoin de souffler un peu là avant de pouvoir reprendre des relais. En plus qu'on va le voir, hein, mais ça bascule pas vraiment au sommet. On va continuer à grapper en faux plat montant jusqu'au sprint intermédiaire. Sprint intermédiaire qui se situera à peu près à 35 km de l'arrivée. Encore la Reichenbach, la Groupama FDJ qui est venu se replacer. Il a fait un gros effort quand même. C'est toujours Dylan Van Barn
Dylan Van Baarle qui est en train de rouler pour l'équipe Ineos à l'avant. Allez, encore 1 km d'ascension pour le peloton. On voit que pour certains coureurs, heureusement que ça monte pas trop vite hein, dans ce peloton. Quand même beaucoup de coureurs là à l'arrière qui sont plutôt à la peine. Et Wistül s'était doublé par la totalité du peloton ou presque. Il va essayer de s'accrocher. On voit un sprinter là-bas, Alexander Christophe là, de l'équipe Wanty. Il est là sur la gauche. Le 77, c'est Casper Pedersen qui était dans l'échappée hier. Le 216, c'est celui qui a été repris il y a quelques instants. Simon Wistül, avec qui d'ailleurs Casper Andersen était échappé hier. Pedersen. Andersen, Pedersen, un peu comme Durand, Dupont. Enfin, ça roule dans le peloton, mais sans trop rouler quand même. Là, puisque ouais, l'écart ne bouge plus. Même, on est surtout en train de relaisser partir l'échappée, ouais. On relaisse un peu de marge à l'échappée là. C'est vrai que les trois plus forts de cette échappée essayent de garder quand même les deux plus faibles parce qu'ils pourront donner un coup de main tout à l'heure. Et surtout ne pas s'en occuper. Burgodeau fait un petit erreur. Il devrait revenir tout de suite dans la roue. Après, l'Eknosud a l'air volontaire hein. Depuis tout à l'heure. Il a vraiment envie. Alors, on le voit là, encore il se retourne. Il aimerait bien que ça roule un peu plus vite. Et effectivement, ouais. Ken Char qui pour l'instant ne prend plus de relais, comme Jonas Ruch. Pour l'instant, même s'ils ont dû récupérer un peu. Ils ont raison, il faut qu'elle se repasse une petite santé. Pour l'instant, ils font le choix de rester dans les roues. Si on les garde un petit moment, après ils pourront revenir rouler. Il y a quand même une partie sur le plat où ils peuvent être utiles. Ah oui, non. Faut pas faire ça, Mathieu. Va t'occuper d'eux, Mathieu. On est en train de perdre de l'énergie pour rien et c'est toi qui as intérêt à rouler. Les autres, ils s'en fichent. Alors en plus, alors après. Peut-être pas tout à fait conscience sur le vélo, mais là c'est un moment important hein, parce que là ils ont vraiment l'opportunité de pouvoir reprendre du temps. On voit l'écart 4 minutes 7, 4 minutes, ça va bientôt être 4 minutes 10. Ils ont vraiment l'opportunité de pouvoir reprendre du temps là s'ils arrivent à s'organiser là sur les 5-6 prochains kilomètres. Parce que là reprendre 30-40 secondes à ce moment-là de la course, c'est clairement déjà aller se jouer l'étape, c'est sûr, et peut-être même pourquoi pas faire une très grosse remontée au général. Ce qui explique peut-être une certaine nervosité chez Mathieu Burgodeau. Il est conscient justement de l'enjeu. Il est conscient qu'il y a un coup à pas rater là. Et qu'il faut essayer de... Il ne faut pas qu'ils s'occupent des autres. Il ne faut pas qu'ils s'en occupent parce que déjà eux ils jouent pas le général. Ils ont certainement des coéquipiers à l'arrière qui eux vont le jouer. Mais en plus il y a encore une ascension. Hein, une ascension de deuxième catégorie dans l'été que dans une troisième. Hein. Donc il restera 6 km 300 à monter à 6,2%. Donc ils ont bien vu que dans celle-là qui faisait seulement 3 km, ils étaient déjà en difficulté. Donc ils se doutent bien que dans la prochaine, ils vont encore être en difficulté. Donc c'est logique qu'ils ne participent plus pour l'instant à l'avancée de cette échappée. Au contraire, il faut les protéger, c'est ce que je dis. Il ne faut pas s'occuper de... Il y a deux courses. Hein. Les autres, ils vont essayer de s'accrocher si ça arrivait pour la gagne. Bon, éventuellement aller chercher la victoire. Mais encore, ça sera quand même très, très difficile. Et puis, j'ai presque envie de dire, sur un plan purement moral, ce qui n'a pas trop raison d'être quand on parle de compétition, et ils ont participé jusqu'à maintenant. Alors on va pas on va pas d'un seul coup les prendre pour des salauds parce que d'un seul coup ils roulent plus alors ils sont secs. C'est juste qu'ils ont bien vu qu'ils étaient un tour en dessous et qu'ils allaient certainement avoir des difficultés à suivre quand il y aura vraiment de la course pour se jouer l'étape. Allez, on a vu tout à l'heure l'Eknesund passer en tête au sommet de la deuxième difficulté, la côte d'Eschenberg. Il y en aura une troisième dans le final. Dans le final, évidemment, il restera au sommet 13 km 800. On n'y est pas encore, on tourne une page de publicité et on retrouve juste après, bien sûr, Christophe Riblon et Cyril Guimard. 34 km encore à couvrir dans cette deuxième étape de ce Tour de Suisse. Une échappée est en train de tenir tête au peloton. 3 minutes 55 encore. Alors attention, 3 minutes 55, on a eu un écart qui a été redescendu déjà sous les 4 minutes tout à l'heure. Temporisation du peloton, l'écart est remonté à 4,5. 4 minutes 5 seulement.
4-14, pardon, me dit Garance Ferro. Mais là, à nouveau, on a visiblement Cyril Guimard remis en route en ce qui concerne le peloton. Oui, le peloton a remis en route et parallèlement, le groupe de tête, lui, a levé un petit peu le pied, où il y avait un petit peu moins de cohésion dans cette échappée. On l'a vu juste avant la pub. On voulait faire rouler les deux coureurs qui étaient les plus justes. Ça a désorganisé un petit peu ce groupe de tête. Et donc l'écart maintenant rebaisse. Alors là, il y a un petit piège. Je ne sais pas comment ça va se terminer. Mais l'échappée se relevant, le peloton ralentit aussi. Puisqu'il avait réaccéléré, il avait repris donc à peu près une vingtaine de secondes, 25 secondes en l'espace de quelques kilomètres. Et maintenant, ça se relève à nouveau. Alors on va voir, effectivement, l'écart quand même diminue. Est-ce que ça va suffire pour revenir sur les échappées? Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour combler un écart encore important, 3,45, quand on sait qu'il va y avoir évidemment encore une côte de deuxième catégorie dans le final, la dernière difficulté, le Châle passe, le col de passe donc pour les coureurs dont le sommet est situé à 13 km 800. Il y a eu, juste après l'ascension d'Eschenberg, un sprint intermédiaire. Le sprint intermédiaire, le deuxième de la journée. On sait qu'il y a 3 coureurs qui sont concernés par ce sprint intermédiaire. Eh bien, ils se sont justement disputés les points avec Andreas Leknesund qui est passé devant Mathieu Burgodeau. Et en 3e position, Matthew Holmes. Ces 3 coureurs qui ce matin étaient à 1 minute 01 au classement général du leader de la course, Steven Williams. Ça veut dire que pour Leknesund, il a repris sur l'ensemble des 2 sprints 6 secondes. Il revient donc à 55 secondes, sans tenir compte évidemment de l'écart, puisque à l'heure actuelle, c'est lui le virtuel leader évidemment de la course, compte tenu de l'importance de cet écart. 2 secondes prises sur ce dernier sprint par Burgodeau. Il avait déjà pris 1 seconde. Donc Mathieu Burgodeau revient à 58 secondes au classement général, tout comme d'ailleurs son compagnon d'échappée Matthew Holmes de l'équipe Lotto Soudal. Oui, alors ce qui explique que ça ne roule pas beaucoup sur ce groupe de tête, c'est que Badilati, qui avait été lâché, est revenu sans trop se faire mal aux jambes. Oh bah ça on n'en sait rien. On l'a pas vu, on l'a vu rentrer. Non, mais s'il est cuit, il peut pas rentrer en se mettant minable. Bon, en tout cas, il est rentré. Enfin, moi, je suis pas sûr qu'il soit pas fait mal quand même pour rentrer, parce que tout à l'heure, il avait pas l'air bien. Tout est relatif. Nous, on sait ce que ça veut dire se faire mal. Moi, je sais pas. Mais en ce qui concerne cette échappée, du coup, on retrouve 7 coureurs devant. À nouveau, 7 coureurs au sein de cette échappée. Les 3 principaux intéressés par le classement général, vous les avez sur cette image. Ah, ça y est, Burgodeau, il enclenche. Et puis là maintenant on va arriver dans une partie un peu plus facile, un peu plus descendante. Ce qui est, tout à l'heure vous demandiez, est-ce qu'on va aller chercher les échappées? On ne sait pas encore, mais en tout cas on est en danger. Il n'y a aucune certitude pour le peloton de revenir sur l'échappée. Surtout si on reste qu'à 3 coureurs derrière qui roulent de 3 équipes différentes. Surtout quand on regarde le profil du final là, 31 km. Sur les 31 derniers kilomètres, il n'y a que 6 km d'ascension. Voilà. Allez, je dirais qu'il y a 20 km de descente et 4-5 km de plat. Oui, donc, lorsqu'on va passer le dernier grimpeur, il restera quasiment que la descente. À une petite quinzaine de kilomètres de l'arrivée. Après, on descend jusqu'à l'arrivée. Et là, le peloton ne va pas pouvoir, sur ces 15 km, reprendre 2 minutes dans la descente. C'est pas possible. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une course de dupes? Ou entre... si les dupes sont là, oui. Pourrait-on la qualifier autrement? Comment ça se fait finalement que le peloton, c'est pas à la pédale quand même qu'on est battu là, sur l'ensemble de l'étape? On avait des équipiers, on pouvait les faire rouler, on pouvait ramener l'écart dans des proportions moins importantes. Pourquoi ça n'a pas été fait? C'est entre équipes, on se rejette un peu la responsabilité. Déjà, c'est tout simplement, je pense, alors on n'a pas vu les images du tout début d'étape, mais en tout cas, depuis qu'on a la retransmission, on voit bien que l'équipe Bahreïn se désintéresse un petit peu de ce classement général. En tout cas, a envie de faire porter le poids de la course sur ceux qui vont vraiment jouer le classement général sur ce Tour de Suisse. On rappelle quand même que c'est Stephen Williams qui est en tête pour cette équipe Bahreïn. Et pour l'instant, l'équipe Bahreïn qui tout à l'heure a mis un coureur à rouler comme ça avec les autres, mais bon, on sentait pas une grosse envie de vouloir rouler. Oui, en fait, elle assume pas le poids de la course, donc c'est aux autres de le faire. Et les autres le font depuis tout à l'heure, mais pareil, sans trop vouloir, un peu à contre-cœur, et surtout sans trop vouloir se fatiguer.
en mettant seulement, regarde, on le voit bien là, en mettant seulement pour la Deceuninck, pour l'équipe Quick-Step, pour l'équipe Ineos et pour l'équipe Bora, en mettant seulement chacune un coureur. N'avait-on pas envie de défendre du côté de l'équipe Bahreïn victorieuse ce maillot aujourd'hui? La question a été posée par Tanguy Roy ce matin au départ de l'étape avec, pour les images, Charles-Antoine Norat. Écoutez la réponse justement du leader de la course. Alors qu'est-ce que ça fait de passer une nuit avec un maillot de leader sur les épaules? C'est génial, je suis très fier, c'était un grand jour pour moi et l'équipe. On a au programme une grosse étape encore, on va tout faire pour le défendre et on va voir ce qu'on peut faire. Quand vous gagnez une étape comme celle d'hier, on se dit que logiquement vous êtes un des favoris aujourd'hui. Oui, mais aujourd'hui est un nouveau jour. Tout peut arriver, on va voir comment les jambes répondent et on avisera ensuite. Ben on a avisé. Bon, on nous Ouais, pas... on a avisé surtout que pour l'instant on défend pas le maillot. Enfin, en tout cas, ils se mettent pas du tout en position de vouloir défendre le maillot. Christophe, ils ont tout à fait raison parce qu'en fait, on a un vrai faux leader de la course. Quand je dis on a un vrai faux leader, il va pas aller gagner le classement général. Il gagne hier parce que là ça s'ouvre à la corde dans le dernier virage, dans les 50 derniers mètres, et il fait moitié moins de chemin que Charman. Joël Sutter se faire prendre par le peloton. Je vous laisse ce qui veut dire que nous, on défend pas, on n'est pas leader pour le classement de la course. On a un final, si jamais ça castagne, je suis pas sûr de pouvoir passer. Ben écoutez, que le général joue. Il y a 3 coureurs, c'est l'idéal. Ils ont 3 coureurs avec 1 minute de retard au classement général. Ils savent très bien qu'ils sont pas idiots, tous les directeurs sportifs. Les coureurs ne le sont pas obligatoirement aussi. Donc ils savent très bien que le classement général, à un moment, va être dans l'obligation de bouger. On ne peut pas laisser 3 coureurs partir comme ça et se retrouver avec 2-3 minutes au classement général. Donc le classement général, les équipes qui jouent la gagne au classement général vont être dans l'obligation à un moment d'y aller. Donc il y a bien un moment où ils vont être obligés de craquer. Et c'est fait. Et eux, ils attendent. Et si ça revient à moins d'1 minute, il conservera son maillot. À condition de ne pas être lâché dans la dernière ascension. Je vous ai dit qu'ils étaient 7, ils sont 6. En réalité, ils sont 6. Bien sûr, Joël Sutter a été repris par le peloton. Lequel est le plus dangereux finalement pour le classement général parmi ces 3-là? Est-ce que ce ne serait pas Andreas Leknesund? Parce qu'il est peut-être plus complet. Il y a un contre-la-montre le dernier jour. Est-ce qu'on peut déjà spéculer c'est sur une très belle pointure. Hein. Attention, c'est... Non, c'est celui qui a le plus gros potentiel dans ce groupe. Mais Burgodo a aussi, il peut aussi avoir son mot à dire. Après Burgodo, quand on va arriver dans les étapes de haute montagne, ce sera compliqué quand même pas de rivaliser, mais au moins d'essayer de limiter la casse. Honnêtement, je pense que c'est Leknesund qui a les plus belles cartes. Déjà en montagne et en haute montagne, c'est lui qui a le plus de références, et puis en plus c'est un coureur qui va vite au contre-la-montre, donc on sait qu'il y a un contre-la-montre le dernier jour. Donc voilà, puis c'est lui qui montre, en tout cas depuis tout à l'heure, il y a Leknesund et Holmes qui montrent le plus de velléité à l'avant. C'est eux qui sont le plus incisifs, je dirais, dans les relais. Et voilà, on est encore en train de se regarder dans le peloton. Attention, parce que Cyril le disait très bien tout à l'heure, il y a un petit jeu de... Même, c'était votre question Patrick, il y a un petit jeu de dupe quand même qui est en train de se passer dans le peloton. J'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment d'équipe qui ait envie de rentrer à l'avant. On fait juste l'effort minimum pour aller, ne pas laisser cette échappée prendre trop de champ. Mais j'ai pas l'impression qu'on ait réellement l'intention d'aller les chercher. Et vous voyez qu'un coureur qui va aller chercher un bidon, il y va très facilement. Ouais, c'est le Mark Friday là qui va chercher des bidons auprès de son assistant. Astana va peut-être venir. Manuel Boaro qui est là, sur la gauche. Alors est-ce qu'il revient parce qu'on va aller chercher du ravitaillement ou pour venir rouler à l'avant. De toute façon, quoi qu'il arrive, il y a 3 minutes à 26 km de l'arrivée. Si le maillot doit changer d'épaule, ce sera pour des poignées de secondes. Alors je vous rappelle qu'il y a une côte encore, une belle côte à franchir, un véritable petit col, le col de Châle. Dans le final, le sommet c'est à 13 km 800. On veut voir cette ascension évidemment en intégralité. On veut voir la fin de course sans interruption. C'est la raison pour laquelle on tourne notre dernière page de publicité avant de retrouver cette échappée. Pour l'instant, 3 minutes tout rond d'avance pour les 6 hommes de tête. Il fait très chaud sur les routes du Tour de Suisse et Mathieu Holmes ici s'arrose dans la roue de Mathieu Burgodo.
Les deux coureurs sur les trois concernés par le classement général, le troisième c'est Andreas Leknesund qui a fait une très forte impression. On est à Laufen et les coureurs vont aborder la dernière difficulté, le Schallpass, probablement déterminante dans cette étape. Même s'il reste encore plus de 13 km au sommet, pratiquement 14, nos consultants vous l'ont dit, 14 km en majorité, en grande partie en descente. Donc il faut évidemment revenir, mais l'écart évolue de façon très arithmétique. Tout à l'heure, on était à 40 km, il y avait 4 minutes. À 30 km, il y avait 3 minutes. Je simplifie, j'arrondis un peu, mais c'est ça. Et on est à 20 km et il y a 2 minutes. 2 minutes, mais cette difficulté, ce véritable épouvantail n'est pas anodin, Christophe Riblon. Celui qui va se dresser dans quelques instants sous les roues des coureurs. Ah non, tout à fait, ouais. Un peu plus de 6 km d'ascension, 6,6 de pourcentage moyen, donc c'est pas un gros pourcentage moyen, sauf que sur les 2 derniers kilomètres, on sera à tout entre 8 et 9% de moyenne. Donc les 2 derniers kilomètres sont le plus difficiles, donc en fait, plus on va monter et plus il y aura du pourcentage. Donc non, une ascension significative, difficile, il y a des choses à faire. Il risque de se passer certainement un mouvement de course, puis surtout qu'on l'a vu, on l'a dit, au sommet, un peu plus de 13 km pour aller chercher l'arrivée, quasiment tout en descente. Donc voilà, il y a des choses à tenter. Déjà, il faut aller chercher l'échappée. C'est ce qu'est en train de faire actuellement le peloton, puisqu'on voit que l'écart est maintenant grandement diminué. On a fini de travailler là pour certains coureurs, notamment le coureur de la Quick Step. J'ai perdu son nom, c'est pas grave, ça va me revenir. Ouais, c'est ça, Tim de Klerk, qui a terminé de travailler. Voilà, on voit des coureurs qui s'écartent. On a vu Van Barle aussi s'écarter, qui a beaucoup travaillé. Et le peloton qui est pour l'instant au pied de cette ascension tergiverse un petit peu, en tout cas temporise un petit peu là. Il n'y a pas vraiment d'équipe qui prend en main ce début d'ascension. Il y a une 48, maintenant il n'y a plus tellement le feu. Si on veut jouer la victoire étape. Alors que Burgodo attaque devant. Voilà, il fallait qu'à un moment les choses se décantent. Devant, il y a une vraie chance de pouvoir aller chercher l'échappée, surtout quand on voit l'attitude du peloton là au pied. Donc faut tenter, on va tout pour ceux qui en ont la jambe encore. Badilati, je pense que ce sera compliqué, on l'a vu tout à l'heure. Michael Charles aussi, ça risque certainement d'être compliqué. De toute façon, il va falloir monter les octaves dans cette ascension si on veut avoir une chance d'aller à l'arrivée. Il faudra basculer avec au minimum 1 minute 15. Au moins 1 minute. Et là, on ne parle même pas du classement général, on parle pour aller chercher la gagne de l'étape. On le voit, pour l'instant, on n'est pas sur des gros pourcentages encore. Mathieu Burgodo qui s'est illustré cette saison en remportant à Aubagne une étape sur les routes de Paris-Nice. Un coureur qui aime bien se placer dans les échappées. Et ce jour-là, il avait résisté au retour du peloton. Michael Char qui ferme la marche pour la formation AG2R Citroën. Andreas Leknesund, maillot noir de la formation DSM, semble pour l'instant patienter justement jusqu'au pourcentage peut-être plus difficile. On se méfie sûrement de lui. L'Allemand Jonas Rutsch de la formation IF a montré tout à l'heure peut-être quelques signes de lassitude, mais il est toujours là. Et enfin, dans cette échappée, Matthew Holmes. Matthew Holmes, lui aussi, pointé avec un retard d'1 minute 01 ce matin au départ de l'étape et qui peut être l'un des grands bénéficiaires de la journée. On a vu l'équipe Quickstep là qui était en train d'emmener ce peloton. C'était Louis Verbeek, il me semble, devant Fausto Masnada. Et on va quitter Laufen ou Laufon, comme vous voulez. Enfin, comme vous voulez, mais on parle surtout allemand dans le canton de Bâle. Et pour l'instant, évidemment, on n'a pas beaucoup vu les coureurs du peloton. Mais ça risque d'arriver dans cette ascension. Est-ce qu'on va laisser simplement les équipiers? Regardez justement, on parlait de Jonas Rutsch, il est en dernière position. Mais pour l'instant, il s'accroche. Avec Leknesund là, qui vient de prendre un gros relais là. On ne peut pas dire que ce soit très cohérent. Encore Burgodo qui tente de sortir. Avec Jonas Rutsch qui finalement a quand même de la ressource, parce que c'est lui qui y va là sur Burgodo. Oui.
l'instant, on n'arrive pas à faire aucun coureur, on arrive à faire la différence. Bon, là, ils sont en train de se tirer des balles dans le pied. Hein. Oui, parce que ça désorganise évidemment cette échappée. Ça ne permet pas de recomposer le groupe et de le rendre plus efficace. Et par conséquent, eh bien, c'est à la fois peine perdue et même du temps perdu. Oui, et de l'énergie, les accélérations font beaucoup plus mal que de monter à un tempo très soutenu. D'ailleurs, là, il faut se mettre, il faut faire un contre-la-montre pour arriver jusqu'au sommet. Oula, alors que Leknesund, là, il est bien parti par contre. Hein. Cette fois, Leknesund, effectivement, a porté une attaque, mais apparemment, c'était la bonne. Burgodeau a dû laisser filer. Et c'est le cas des autres coureurs également. Un homme en tête désormais. Il est parti là. Ça y est, Leknesund, il est parti. Ah ouais, puis en plus, ils étaient dans la roue. Hein, donc là, il n'y a même pas eu, on s'est même pas fait surprendre. C'est clairement physiquement. Hein, il est au-dessus. On n'a pas pu réagir derrière. Andreas Leknesund qui avait débuté au sein de la formation UNEX au moment où cette équipe était une équipe composée de coureurs espoirs, une équipe continentale. Elle est devenue, on le sait, en 2020 une équipe Pro Team. Il était d'ailleurs encore dans cette formation en 2020. Et il a pu d'ailleurs remporter un certain nombre de courses comme le Tour de Slovaquie. Mais surtout, c'est pas sous le maillot de cette équipe, mais c'était sous le maillot de sa formation nationale, la Norvège. Il était devenu champion d'Europe du contre-la-montre dans la catégorie espoir. En 2020, c'était à Ploué et il avait devancé Stéphane Bisseguer. Ça situe quand même les qualités du bonhomme dans le contre-la-montre. Et ça n'a pas échappé, bien sûr, à Iwan Spekenbrink, le manager de la formation DSM, qui l'a recruté la saison suivante. Ça lui a permis donc en 2021 d'entrer de plein pied dans une équipe du World Tour. Allez, on nous montre Stephen Williams, le maillot jaune, le leader de ce Tour de Suisse pour l'instant. Et Leknesund à l'avant qui a fait le trou hein, par rapport aux autres. Bon bah voilà, s'il y en a un qui aujourd'hui qui doit mener à bien cette échappée, c'est Leknesund clairement. Et pour l'instant l'écart qui se stabilise hein, autour d'une minute 30. Encore allez, à peu près 3 km hein, d'ascension pour aller chercher la descente. Ouais, s'il bascule avec une minute, je pense qu'on aura du mal à aller le chercher. Ses qualités justement de coureur contre la montre le rendent évidemment en fond un finisseur redoutable. Il sera géré, bon là ce sera en descente, c'est évidemment un petit peu particulier. Ses qualités de descendeur sont-elles réelles? En tout cas on pourra s'en faire une idée en le voyant. Ouais, derrière on voit bien que ça roule pas très vite hein, pour l'instant, même si là j'ai l'impression que ça relance un petit peu. On voit bien que le peloton est encore très conséquent hein, donc c'est qu'on n'est pas sur un tempo très élevé. Bah, d'ailleurs on est en train de reprendre du temps, 1 minute 40 hein, si on en croit l'écart GPS. Leknesund qui pour l'instant roule plus vite hein, que dans le peloton. Alors, on fera faire attention parce que les 2 derniers kilomètres, on l'a dit, eh bien la pente s'élève. Ouais, ce sera plus difficile, hein. Quasiment enfin, entre 8 et 9% de moyenne pour les 2 derniers kilomètres. On rappelle aussi que Leknesund, avec les bonifs, il est revenu à 55 secondes hein, du leader. S'il a la chance de mener à bien cette échappée, il y a encore 10 secondes à prendre hein, de bonif à l'arrivée pour lui. Donc voilà, il y a 45 secondes de marge à peu près pour le peloton. Il aura quand même du mal parce que rien ne dit que sur les 2 derniers kilomètres, là, ça a mis en route, en tout cas. Sur les 2 derniers kilomètres, il ne va pas y avoir quelques attaques dans le peloton. C'est Alpecin Phoenix ouais, qui a mis en route là dans le peloton. Alors, ils ont Oldani, il me semble. C'est bien ça. Qui est encore placé enfin qui est encore placé. Il est à 1 minute au général. Alors pourquoi ils viennent rouler Bon Christophe, toi qui as quitté le peloton il n'y a pas très longtemps. Ouais, ça commence à faire quand même. Hein. Essaye de nous expliquer. Moi, il n'y avait pas l'équipe Alpecin Phoenix hein, quand j'ai arrêté. Comment il se cherche des excuses. Il y avait déjà Mathieu Van Der Poel quand même. Ah, attendez, je vais réfléchir, je vais vous trouver. Bon, ne sortez pas le prix par équipe ou la combativité. Ça marchera pas. Non, puis ils viennent pas à 1, ils viennent à 3. Oh, Benoît Cosnefroy qui s'est fait distancer. Déjà hier, hein, Benoît qui a déjà fini très loin. Hein. Ah, Peter Peter Sagan.
Bon, qui n'a pas l'air très concerné par cette Bodnar. étape aujourd'hui. Avec son copain. On est à 16 km de l'arrivée, je le rappelle. Mais honnêtement, il n'a pas tout à fait tort. Pourquoi voulez-vous qu'il aille se déchirer là, sur les 2-3 derniers kilomètres, alors qu'il a besoin de faire des bornes et de retrouver un début de condition physique qui va lui permettre ensuite d'aller faire des efforts. Et ben, malgré l'effort de l'équipe Alpecin, l'écart est à 2 minutes quasiment, 1 minute 55. Impressionnant ce qu'il a réalisé en quelques kilomètres d'ascension. C'est-à-dire qu'à un moment, comme tous les grands rouleurs, il trouve son rythme et à partir de ce moment-là, il est sur sa gestion du train. Et en règle générale, d'ailleurs, les grands rouleurs, il fait partie, car il est tout jeune, il vient juste d'avoir 22 ou 23 ans. 23 ans. Ils savent gérer instinctivement le train. Et pourquoi pas un quatrième. Ils vont nous sortir Van Der Poel pour rouler encore derrière, non? Ce serait surprenant quand même. Oh bah il peut arriver. Parce qu'Alpecin, Gogel, Janssen, Meurice, Oldani. Alors peut-être pour Vine, mais pas pour l'arrivée au sprint, pour le général. Mais Vine, il a pris un petit tir hier déjà. Oui, oui. Regarde, hier, Vine, il finit à 14 minutes. 130e de l'étape. Le mieux placé, c'est Oldani, 23e à 1 minute 01. Oui, mais attends, il était dans l'échappée, Vine. Ah oui, mais bon. Après, il a explosé. Il y a toujours un moment, on jette la goupille et on garde la grenade, ça se passe mal. Alors que derrière, on voit bien Charman, on a Masnada, Van Wilder, Evenepoel qui sont là, juste derrière les coureurs de l'équipe Alpecin. Là, ils sont contents. Rien à faire. Casper Asgreen aussi qui est là pour l'équipe Quick-Step. Et toujours 1 minute 46. Et bel effort de Leknessund qui pour l'instant résiste à l'accélération des coureurs de l'équipe Alpecin. Là, il a trouvé son rythme là. Et encore 1 km 500 là avant de basculer. Avec un coup de pédale assez rageur quand même. Là, il jette, il rentre dedans. Là, il a l'étape à jouer, ça c'est déjà une certitude. Et en plus, il a peut-être même un maillot de leader à aller chercher. J'aime pas à 500 mètres même, on est même encore plus proche que ce que... oui, j'avais peur qu'il reste un peu plus long parce que je le vois en danseuse là. Ça commence à piocher. Ça pioche, oui. Il commence à se servir des oreilles. Et là. la chance qu'il a, c'est qu'au sommet, ça va basculer. Contrairement à l'ascension précédente, là, on va tout de suite plonger dans la descente. Il n'y aura pas de plateau. Mais le peloton donc, doit se situer à environ 1 km. Ça ferait du bien à l'équipe DSM, c'est une victoire en World Tour, parce qu'elle n'en a pas obtenu beaucoup depuis le 3 je crois, depuis le début de l'année. Exactement. Donc la possibilité effectivement d'améliorer ce score. Mais encore faut-il bien sûr résister. Et il le fait pour l'instant. Ah, s'il descend bien. L'équipe DSM qui est l'équipe de Romain Bardet, on le sait, et qui a gagné une seule course en World Tour cette saison. C'était sur le Giro. Ce n'était pas Romain Bardet. C'était Alberto Dainese qui s'était imposé au sprint à Reggio Emilia. Il avait battu Fernando Gaviria notamment et Arnaud Démare aussi. Mais c'est vrai que les victoires manquent furieusement cette année à l'équipe DSM. Alors peu de victoires, mais des belles victoires. On sait que Romain Bardet a remporté le classement final du Tour des Alpes. Ah, il finit bien quand même là. Ouais, puis là ça y est, ça va basculer là. Il arrive au sommet. Romain Bardet qui avait abandonné, je fais juste une petite précision sur les routes du Tour d'Italie et qui a annoncé aujourd'hui qu'il participerait au Tour de France. Ce matin à 9h il l'a annoncé. Oui, mais on n'était pas à l'antenne. Moi j'ai vu sur les réseaux, c'est pour ça que je vous le dis que c'était ce matin à 9h. Ça c'est une histoire de nous. À 9h pile, il a mis une capture d'écran de 9h pile. Voilà. Ah bon, d'accord.
C'est précis chez les Bardet. Allez, l'écart diminue hein, quand même. Oui, enfin s'il peut. Exactement. Pas dans des proportions qui mettent en péril la fugue de l'homme de tête. Jonas Ruch est ici en poursuite derrière l'homme de tête et va passer en deuxième position. Et le groupe Burgodo, lui, est à 44 secondes hein, de l'Eknosun. Ouais, c'est l'Eknosun hein, qui fait vraiment un gros numéro hein, dans cette ascension. Parce que clairement dans le peloton on a accéléré hein, puisqu'on est en train de reprendre, ou du moins de reprendre beaucoup de temps aux coureurs qui composaient cette échappée, sauf l'Eknosun qui lui a repris du temps au peloton. Voilà pour Matthew Holmes là, on voit que c'est compliqué hein, de terminer l'ascension, il est temps que ça bascule. Bah, ils sont partis de bonne heure ce matin. Hein. Oui, 200 km. Pas 9h, mais. Non, il n'était pas 9h quand même. Il était plutôt midi, mais 200 km quand même. Ah, puis il fait chaud en plus. Hein. Il fait chaud 1 sur les minute routes. 16 de retard pour Holmes. Allez, tout le monde vient se replacer au sommet. Là, on voit Pozzo Vivo, on a l'équipe UAE pour Marc Hirschi. On a Stephen Kung pour la groupe FDJ aussi qui vient se replacer. 1 minute 33 en poste fixe au sommet de le retard du peloton sur l'Eknesund. Bon, les Bahreïn vont pouvoir venir maintenant. Bah, pas Arashiro en tout cas, il est là. On va pouvoir filer un. Enfin, pas tout de suite en tout cas. Hein. On va revenir en tête de peloton roulé. Mais effectivement, ouais, il y a 45 secondes. Hein, si Williams veut sauver son maillot jaune, il y a 45 secondes à reprendre sur l'homme de tête. Pour l'instant, il est à l'attaque. Il faut ouvrir un peu plus à l'entrée, camarade. Sinon, tu es obligé de rester sur les freins trop longtemps. Puis là, il a un bon sortie. petit point de mire avec la voiture. Là, c'est pas mal ça quand même. Alors, c'est pas une descente, vous le voyez, très, très linéaire. Il y a des moments de replat, Mais pas bon, ça très roule long. vite, hein. On lui reprendra pas. Hein. Je pense, honnêtement, je pense qu'il a gagné. Hein. Je pense pas qu'on puisse lui reprendre une minute 30 en 11 km sur un profil comme ça descendant. Surtout avec ses qualités de rouleur. Et puis surtout avec seulement l'équipe Alpecin. Hein, je comprends pas pourquoi l'équipe Alpecin continue de rouler. Enfin, pourquoi elle a roulé déjà et pourquoi elle continue de rouler. Ils ont un grand sprint. Oldani va vite, mais bon, c'est pas. Là, ils sont encore une centaine là. Allez, l'écart passe sous la minute 30, mais on est pratiquement à 10 km de l'arrivée pour l'homme de tête. Ah, et puis même si, pour revenir à Alpecin Phoenix, même si Oldani va vite, si on voulait revenir sur l'échappée, il fallait venir rouler avant. Venir rouler alors que c'est presque déjà joué, ou alors ça demande un effort tellement considérable. Et d'ailleurs on le voit, hein, il n'y a plus que 2 coureurs d'Alpecin en tête. Ils ont pris 3 secondes depuis le sommet. Non, ouais, enfin c'est... Ouais, je sais pas. Bon, on va avoir un peu de temps de tirer les conclusions quand même de cette étape, hein, une fois la ligne franchie, parce qu'on a roulé très vite. 50 km pratiquement avaient été couverts dans la première heure de course. On est en avance. Il y aura l'équipe de Greg ensuite à 17h40. Et puis il y aura du foot ce soir avec la Ligue des Nations. On est quel jour? On est lundi. On est lundi. Ce sera Danemark-Autriche donc ce soir. Danemark-Autriche avec aussi l'équipe de la mi-temps où l'on parlera de France-Croatie. Et demain, grande journée de vélo. Demain, faut dormir ce soir, faut se coucher tôt. Vous dites ça pour vous en convaincre. C'est bien, je vous félicite. Mais c'est pas gagné pour autant. Alors oui, demain, une belle journée parce que demain, on a rendez-vous avec un mythe. On a rendez-vous avec le Mont Ventoux, le Mont Chauve, le géant de Provence, appelez-le comme vous voulez. Le Mont Ventoux dénivelé challenge, c'est une classique autour du Mont Ventoux. Enfin, autour, si on restait autour, ce serait pas trop compliqué. Non, le problème, c'est qu'il faut monter là-haut. Il faut monter là-haut, effectivement. Et on y sera avec vous, on l'espère, téléspectateurs, aussi bien pour la course dames que pour la course des hommes. Demain, donc, on enchaînera le Mont Ventoux dénivelé challenge chez les dames, ce sera à partir de 11h30. Et 11h30. Ah, faut que je me lève tôt alors.
Non, 10h45. Oui, 10h45. Non, faut se lever. Ah oui, il faut vraiment se comme lever. Romain, ce matin, faut se lever. Ah, mais je ne demain. croyais pas. En voiture. Finalement, je vais On n'aura peut-être pas Patrick au début du commentaire demain. A priori. Ah, mais j'arrive parfois en retard. Non, mais, finalement, je vais aller chercher un lit de camp, je vais coucher ici. Ah oui, quand même. À partir de 13h, nous aurons la course des hommes. Et nous aurons bien sûr la 3e étape du Tour de Suisse. C'est simple, hein. Demain 10h45, 17h45. On est à l'antenne sur la chaîne. Oui, mais je dis ça parce que tout le monde ne peut pas forcément passer toute la journée devant la télé. Donc, Non, il y a des gens qui travaillent aussi. 7 heures de vélo non-stop, c'est presque une journée de boulot, hein, mais vous êtes devant la télé. Je ne sais pas si vous pouvez faire ça. Nous, on a cette chance. Et pendant ce temps-là, Leknessund va chercher l'étape. il a une 21 d'avance à 8 km 6 de Il l'arrivée. va chercher l'étape et il lui reste 20, il lui reste 35 secondes à sauver pour prendre le maillot de leader. Alors, on vous a dit que c'était un spécialiste du contre-la-montre, Voilà, un ça. jeune coureur. Est-ce que selon vous, il est quand même capable de résister pour prendre le maillot ce soir? Il y a une chance, il a une chance de prendre le maillot. Attendez, on va voir un peu. Il est à faire les comptes. s'il gagne l'étape, il va se retrouver à 45 secondes au classement général. 45 secondes. Faut qu'il sauve 35 Il a secondes. une 20, donc ça fait 15 et 20, 35 secondes. Il faut qu'il arrive à ne perdre moins de 35 secondes. Donc, pas plus de 4-5 secondes au kilomètre. C'est 35 divisé par 8. Surtout. Oui. Oui, ça fait 4 à 5 ça fait secondes. 4 à 5 secondes. Très bon pour les maths. Hein. C'est rare. Il a progressé. Mais à votre contact, bien sûr. Au contact de votre chrono. Alors, effectivement, non mais 4 secondes au kilomètre, c'est un peloton derrière. C'est pas un match comme dans un contre-la-montre d'homme à homme. Et là, on voit qu'on Et il a un équipier qui vient casser les relais, ça c'est bien joué. Et surtout, on voit que c'est l'équipe Wanty, Alpecin qui roule. On a un petit peu l'équipe UAE aussi. Mais quand Pourquoi on même, vient rouler si tard en fait, je Mais- comprends pas. En plus, c'est des équipes qui jouent pas le général. Enfin, allez, ici UAE peut-être avec Hirschi, mais je comprends pas. vous êtes en opposition avec ce cycliste. Mais Sur le plan tactique, non, mais j'entends bien sûr. je sais pas en fait. Si on veut jouer l'étape, c'est trop tard. Et si on veut jouer le général, c'est pas Alpecin qui va jouer le général. Et l'équipe Intermarché, Wanty. Il faudra quand même leur S'ils ont demander pourquoi ils ont Pozzovivo, roulé. mais bon, Pozzovivo, il est bien Il va meilleur pas y gagner l'étape, en hein. montagne que Leknessund, donc c'est pas un... Enfin, je veux dire, Leknessund n'est pas un rival direct de Domenico Pozzovivo. C'est ça en fait que je comprends pas, c'est que... Enfin, je sais pas. Donc, bah voilà, Domenico Pozzovivo, c'est une bonne question à lui poser. Tanguy Queiroz, il nous entend, il est sur les lignes d'arrivée, il va faire des interviews ce soir ou demain, on aura la réponse. Pourquoi effectivement l'équipe Alpecin, pourquoi l'équipe Intermarché roule-t-elle alors que finalement ce n'est pas à ce elle moment-là à de la le course, faire, en fait, à ce hein, moment-là de la course en priorité. Et pendant ce temps-là, Bahreïn, ils sont toujours. Et ils ont pas roulé de la journée. Ils sont pas encore sortis de la sieste. Et ils n'ont pas besoin d'ailleurs. Oui, mais au-delà de Bahreïn, Bora, Hansgrohe non plus. Mais ils ont roulé quand même un petit Ils ont peu. roulé tout à l'heure. Tout à l'heure, les coups de step aussi un petit peu. Mais l'équipe du leader, même pas. Et ils vont vraisemblablement garder le maillot pour quelques secondes sans avoir donné un coup de pédale. Ça, c'est de la vraie stratégie. Là, ils auront donc eu raison. Bon, attention Ça quand roule même. bien devant quand même. Leknessund, on voit bien ses qualités de rouleur là depuis tout à l'heure. Bon, après, on est sur un profil quand même descendant ou faux plat descendant, donc c'est sûr que c'est toujours plus simple de rouler vite, mais quand même. Ah, il lâche pas les freins assez tôt. Mais bon, il est un peu cuit aussi. Hein. Il est un peu cuit, il a fait très chaud aujourd'hui sur la route l'étape a été du longue. Tour de Suisse. Vous avez vu D'ailleurs, on voit, ouais, il a des marques Le- de transpiration là. voilà, Ouais. sur le maillot, des Et puis traces en de plus, on a sel. 500 mètres par rapport au GPS. On est déjà à 5 km de l'arrivée, hein, donc on n'est pas à 5 km 400. On vient de passer le panneau. Voilà, là c'était parfait. Belle relance derrière. Alors là, on ne sait plus là, parce que c'est quoi le chronométrage? On a une 20, après on se trouve à une 8. Ah, bon, on a déjà du mal à rentrer hein, sur les coureurs qui étaient échappés là. Michael Char, Et ainsi Jonas que Jonas Rutsch. Rutsch qui vont être repris par le peloton. Ah, on aura fait une belle descente. Hein. Bien rapide. Mais ça ne suffit pas pour résister au retour du peloton.
Ah, là, je suis en attente sur le panneau des 5 km. Je pense pas que l'hélico va m'aider là. Il est là. Tu l'as vu? Il était là, il est là le panneau 5. On Ouais. l'a passé là. Eh ben, Une bonne minute. Il est bon le chrono. que Tout nous ça pour avons. ça? Et là, on Ouais. est à 4 km. On peut Allez, en lancer un là. Je redéclenche. Allez, encore 20 secondes, hein, a priori, à peu Non, près. non, mais hein, le plus pour, important, sauver un maillot. c'est que le GPS, effectivement, là, Et est effectivement, plutôt juste, ouais. fiable. Bah, ce qui est important aussi, c'est que Leknusund, c'est sûr, maintenant, va remporter cette étape, hormis s'il a un souci, hein, mais sinon, il va remporter l'étape. Maintenant, à voir s'il va réussir à prendre le maillot de leader. Bah, il doit plus perdre, il doit perdre moins de 20 secondes. Moins de 19. Moins de 19 secondes, effectivement, sinon Sur on croit 4 kilomètres. le GPS. 19 divisé par 4. Et on va arrondir à 20. Mais non, mais ça va. Oui, ça va pour l'instant. Et 3 km pour Leknusund. Toujours entre 4 et 5 secondes à perdre, Ah, Au il kilomètre. est- pas plus. Voilà, bien sûr, on ne montre pas le passage. Hein. C'est normal. Bon, bah, je suis mort là. Toujours les 3 mêmes équipes hein, qui roulent en tête de peloton. UAE, Intermarché Oh, bah, à 2 km et demi, 1 minute, tu sais que tu vas pas les chercher. et hein. Alpecin. Ah, non, bah oui. Et le peloton n'aperçoit pas l'homme de tête. Hein. Grâce à cette minute encore d'avance, cette grosse minute d'avance sur cette vue d'hélicoptère, c'est assez Ça s'écarte. C'est assez symptomatique. Alors oui, on a vu un coureur de l'équipe UAE qui roulait depuis tout à l'heure et qui s'est écarté. Et surtout un coéquipier hein, de Leknusund là qui est venu se mettre en deuxième position pour casser un peu les relais. Ah bah là, je pense que... Ah bah il va même prendre le maillot de leader hein, à ce rythme là, 2 km. Si l'écart est encore juste là, plus d'une minute, Oui. Une minute exactement. et ben il va peut-être bien prendre le maillot de leader hein, à Stephens. Et pourtant, les Alpecin essayent de le défendre, ce maillot. Qui est dans une équipe adverse. À tout à l'heure, quand on a parlé de course de dupes, c'était avant de voir une équipe qui n'était pas concernée effectivement par le classement général intervenir. Mais alors là, c'est complet, quoi. D'autant qu'ils vont plus aller les chercher maintenant pour la victoire d'étape, c'est cuit. Ou alors ils se préparent pour le tour. Ou alors les coureurs qui roulent là sont pas sûrs d'être dans l'équipe. On vient de passer la flamme rouge, hein, il me semble. Hein. J'ai vu l'arche jaune là. Le dernier kilomètre, il l'a couvert en 59 minutes et 73. 59 secondes. Oui. 59 secondes, oui. 62 moyenne. Bah, un peu plus, hein, parce que 59-73. Ouais, 60,0. 0,0. Oui, donc s'il tourne en 1 minute de kilomètre, attends, le peloton, il peut pas reprendre. Et là, il sait qu'il a gagné. Ah bah te relève pas, va jusqu'au bout, il y a un maillot de leader à Non, mais prendre. je crois qu'il doit le savoir. Hein. En tout cas, Eh ben, il aura réussi son coup, hein, à semer un bon vent de panique sur le peloton. Et une fois de plus, eh bien, avantage aux échappés dans une épreuve par étape du World Tour. Et si Stephen Williams sauve son maillot, il pourra dire merci hein, à Wanty, Eh, t'enlèves pas, pousse jusqu'au bout. Plie les bras. Allez, on voit ici Continue la à ligne rentrer dans le d'arrivée vent. en vue. À Esch. Alors là, c'est quand même. Magnifique. Bon, le vainqueur, nous en tout cas on l'affirme, c'est lui. C'est Andreas Leknusund qui, franchement, aujourd'hui a fait un véritable exploit en se dégageant dans la dernière difficulté de cette étape. On savait que les difficultés étaient concentrées sur la dernière partie de cette étape. Dans Chalpas, il a réussi à distancer en un seul démarrage ses principaux adversaires et notamment le français Mathieu Burgodeau. Et c'est en solitaire qu'il a donc accompli les... Bah, à peu près les 15 Les 20 derniers kilomètres, kilomètres. 15, 20, 15, 17 kilomètres, les 17 derniers kilomètres
dont c'est vrai, les derniers étaient en descente, mais il fallait résister à un peloton finalement très motivé pour le reprendre. Pour la gagne. Pour la gagne. Alors, pour la petite histoire, il a fait le dernier kilomètre en 1:12. Alors que le kilomètre précédent, il l'avait fait on va dire en 1 minute. Donc on peut considérer qu'en s'étant relevé assez loin de la... Alors écoutez, on va évidemment avoir un peu de temps pour entendre Mathieu Burgodeau, les explications. Et Leknesund va donc prendre la 2e place du classement général. Est-ce qu'il sera 2e ce soir? Et il va être à 7 secondes. Non, s'il est à 7 secondes, il ne sera pas 2e au classement général. Leknesund devrait remonter à la 4e place du classement devant Marc Hirschi. S'il arrive à 38 secondes, il faut lui rajouter 10 secondes. Ah mais oui, pardon. Ah, mais même non, il est 2e. pense avoir gagné. Hein. C'est complètement fou ça. Et à l'air des Et lui oreillettes. aussi lève les mains. Du coup, tout le monde lève les mains. On a un coureur de l'équipe DSM aussi qui lève les mains. Bah parce que lui, il est au courant, lui. Il y en a un qui a suivi, ça fait plaisir quand même. Allez, on tourne une page de pub et on écoute les réactions de tout ce petit monde. J'espère quand même qu'on va pouvoir les entendre. À tout de suite. Quel dénouement dans cette étape, cette 2e étape du Tour de Suisse, avec la victoire de Andreas Leknesund en solitaire, Alberto Bettiol qui règle le sprint du peloton et qui croit être vainqueur plutôt que Leknesund, tout simplement parce qu'il ne savait plus qu'il y avait aux avant-postes encore un coureur échappé. On va justement écouter Alberto Bettiol dans quelques instants, mais auparavant, regardons un petit peu le classement de cette étape. Andreas Leknesund remporte sa 10e victoire UCI, sa 3e depuis qu'il est pro, sa 1re depuis qu'il est chez DSM. Il devance donc l'ancien vainqueur du Tour des Flandres, Alberto Bettiol. À noter la surreprésence, qui n'était pas le seul à penser que tous les échappés avaient été repris. Ce sera peut-être l'explication du pourquoi ça a roulé si vite dans le final. On peut d'ailleurs l'écouter au micro de Tanguy Kéroas et de Charles-Antoine Nord. Explain us the finish. Pouvez-vous Someone was nous front of expliquer you. l'arrivée? I didn't know that. I Je was savais focused pas on tout the sprint. simplement qu'il y avait Just encore un turned coureur off devant. the mind and we went with Stefan for the line. Le rythme était vraiment très fort à l'arrivée, donc on pensait se battre pour l'arrivée, pour la victoire. It's part of the game. Mais bon, ça fait partie du jeu. After your tough beginning of season, Après un début de saison difficile, j'imagine que c'est aussi bien pour vous de revenir en forme. Oui, je suis très content. Je suis au niveau où je voulais. Hier, il y avait beaucoup de chaleur, toute l'équipe a un peu payé le prix. Mais je pense qu'on est une équipe solide sur ce Tour de Suisse. Demain, je ne sais pas. Il y a pas mal de montées comme aujourd'hui. Je pense que c'est plus pour des gars comme Matthews et Sagan demain, mais on verra, ça peut rendre, ces montées peuvent rendre le final compliqué, donc ça peut m'avantager. Voilà, c'était Alberto Bettiol. Merci Théo Barbet-Duquil pour cette traduction. Alberto Bettiol, donc 2e néanmoins de cette étape. Le vainqueur, c'est lui. C'est lui, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas gagné. Sa dernière victoire remontée au championnat de Norvège contre la montre qu'il a remporté. L'année de la pandémie, l'année du confinement, eh bien, c'était pas une course virtuelle, il s'était imposé. Mais il n'avait plus levé les bras depuis. Et surtout, il avait rejoint dans l'intervalle cette équipe DSM. Il est très heureux d'apporter un 4e succès à cette formation DSM. C'est une belle cloche. Et il est le 3e Norvégien à remporter une étape du Tour de Suisse. Le 3e Norvégien, les précédents c'était qui? C'était Alexander Kristoff qui s'est imposé 2 fois. Et Turuchoft également qui a eu l'occasion de gagner sur le Tour de Suisse. Donc vous voyez un Norvégien vainqueur en Suisse ici. Aujourd'hui, on vous le confirme, les images semblent le démentir. Eh bien nous on l'a l'image de ce coureur vainqueur en solitaire. Andreas
Leknesund qui gagne à être connu et il va l'être. On sait qu'il y a de très bons jeunes coureurs dans cette formation. On sait d'ailleurs que cette ancienne équipe Sunweb, Giant, etc. a toujours eu un talent reconnu de faire connaître des coureurs passés professionnels au sein de sa formation. Lui, il n'était pas passé professionnel chez eux, mais chez UNEX avant de rejoindre cette équipe. Allez, on va écouter, bien sûr, maintenant, le vainqueur du jour qui ne prend pas le maillot de leader, mais qui remporte une belle étape et qui revient à la 4e place au classement général. Félicitations Andreas, c'est votre première victoire cette saison. Ouais, il n'y a pas grand chose à dire, c'est vraiment incroyable. À quel point vous avez fait souffrir dans les derniers kilomètres? Bah, évidemment, j'étais à fond. La plus difficile partie de cette étape, c'était forcément la dernière montée. Je me suis dit qu'il fallait que je maintienne à tout prix cet écart en haut et après aller à bloc jusqu'à la ligne. Évidemment, ça piquait dans les jambes, mais j'ai réussi. Est-ce que ça va vous donner des ambitions au classement général? Bah, on va voir. Je suis venu ici pour aller chasser des étapes, l'équipe aussi. Bon, j'en ai une maintenant. Et pour le reste des jours, on va essayer de suivre et essayer de courir agressivement pour peut-être en avoir une deuxième. Et bien voilà, effectivement, l'appétit vient en mangeant. Mais c'est vrai que cette course aurait pu encore être plus avantageuse pour ce coureur Cyril Guimard, puisque on le voit, c'est le vainqueur d'hier qui garde ce maillot jaune. Steven Williams, Stephen, vous dites. Moi je dis Steven. Oui, mais parce qu'en Grande-Bretagne, c'est Stephen Roche qui m'a dit que son prénom le prononçait Steven. Voilà, petite particularité. Non, mais il est irlandais. Non, oui. Allez, on continue quand même sur justement. Il aurait pu le perdre ce maillot aujourd'hui. Steven ou Stephen Williams. Ben, il aurait pu le perdre. Il aurait même peut-être dû le perdre. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Bien, tout simplement, c'est qu'il fait le dernier kilomètre en 1:12 et que les 200 derniers mètres, il est fait à 30 à l'heure. Leknesund. S'il est fait à fond, à mon avis, il doit au minimum le faire en moins de 1:5. C'est pas la fatigue qui l'a ralenti dans le final? Non, il a levé les bras, il s'est regardé, il a donc là, la vitesse chute. Coiffé, mais s'il le fait à fond, à mon avis, l'avant-dernier kilomètre, il a fait en 1 minute, même si là, il va peut-être un peu moins vite, il pouvait le faire en 1:4. En 1:4, il avait le maillot. Eh bien, il ne l'a pas. Il ne l'a pas et demain, on verra qui défend ce maillot de la Bahreïn que cette équipe n'a pas souhaité défendre aujourd'hui, en tout cas, Christophe Reblon. Non, ils n'ont pas du tout défendu le maillot, même si là, on les voit à l'avant du peloton, juste pour se replacer au sommet de l'ascension. Mais non, ils l'ont pas du tout défendu. Et tout au long de la journée, et même dans la partie finale, dans les 7-8 derniers kilomètres où là ils auraient pu peut-être venir aider. Ils n'avaient pas besoin, Christophe. Ils ont pensé arriver pour la gagne. Ça s'est joué quand même à pas grand chose. C'est quand même, voilà, c'est curieux qu'on roule pas pendant toute l'étape et qu'on se repose un petit peu sur les équipes qui vont jouer le classement général sur ce Tour de Suisse. Ça c'est une chose, mais sur le final, quand il reste, oulala, alors que là c'est un petit peu tassé. Quand sur le final on voit qu'il y a possibilité de gagner, que ça va se jouer, enfin de conserver le maillot, que ça va se jouer à quelques secondes, on aurait pu mettre des coureurs à rouler. Bon voilà, on a fait un autre choix du côté de l'équipe Bahreïn. En tout cas, comme le dit souvent Cyril, seul le vainqueur a raison. Bah là, il a gardé le maillot, donc c'est eux qui ont eu raison aujourd'hui. Ben oui. Seul le vainqueur a raison, y compris au sein de l'échappée initiale qui s'est dégagée, parce que c'était le plus fort également. Ah oui. Et écoutez, en tout cas, il y en a un qui doit être un peu déçu. Même s'il a fait preuve de réalisme, on va l'entendre, c'est Mathieu Burgodeau à l'arrivée de cette étape. Vous pensiez que ce matin ça pouvait aller au bout quand vous êtes sorti? Oui, sur une étape comme ça, un peu vallonnée, c'est vrai que ça peut correspondre aux échappées. Enfin, même s'il y avait vent de face, on était un bon groupe, donc c'est vrai que ça pouvait le faire. Malheureusement, pour moi, j'étais trop juste aujourd'hui, je manquais un peu de force et puis j'ai mal manœuvré dans le final. Mais de toute façon, Leknesund était vraiment une jambe au-dessus de tout le monde, je voyais. Et voilà, après je suis un peu déçu de certains dans l'échappée qui n'ont pas collaboré. Soi-disant, on était placé au général, mais
Enfin, je veux dire, quand on va devant, on s'en fout, quoi. C'est pour la gang, c'est pas pour faire une remontée au général. Donc un peu déçu de ça, mais voilà, pas de regret. De toute façon, j'ai tout mis et voilà, c'est comme ça. Et vraiment, ça se voyait dans l'échappée qu'il avait l'air plus facile que les autres. Ouais, bah, je le connais déjà un peu. C'est un très bon rouleur grimpeur. Et voilà, il est en forme. J'ai pas encore les jambes pour réussir à suivre ce genre de gars. Et bravo à lui, en tout cas, il mérite sa victoire. C'était un des moteurs de l'échappée, donc bravo à lui. Merci Mathieu. Il peut rouler effectivement dans le final. Mathieu Burgodeau est déçu, mais de toute façon, il était tombé sur plus fort. Il l'admet bien volontiers avec la présence de l'Ecne Sud. Il avait pourtant attaqué auparavant. Hein. On le voit ici au pied de cette dernière difficulté. Il fallait peut-être être un tout petit peu patient. Il s'est fait contrer en quelque sorte, ouais. hein, puisque là, il porte un effort et c'est juste après que l'Ecne Sud va attaquer à son tour. Oui, et puis non, il le dit surtout très bien, et surtout on le voit à ce moment-là. Hein, non, il n'était pas capable dessus, et puis il était, de toute façon, aujourd'hui, il ne pouvait pas jouer la victoire, puisqu'après il s'est fait reprendre par le peloton. Donc de toute façon, il l'a dit, il l'a bien analysé. Non, il était trop juste aujourd'hui pour pouvoir jouer la gagne. D'ailleurs, seul l'Ecne Sud a mené cette échappée à bien. Oui, alors lorsqu'on est dans la situation de Burgodeau, où on l'avait vu d'ailleurs, hein, qu'il n'était peut-être pas dans un super jour, pour avoir une chance de faire une place et que ça arrive, il faut, et là il le fait bien, à un moment il relance, il fallait que le groupe reste le plus longtemps possible et bascule avec suffisamment d'avance pour aller à l'arrivée. Mais je pense que le reste de l'échappée était au même niveau que lui, et il y avait un homme au-dessus et il a attaqué là où il fallait attaquer pour faire la différence et surtout garder suffisamment d'avance pour avoir la possibilité d'aller chercher la gagne de l'étape, et il aurait pu même aller chercher le maillot. Mais si ce groupe avait roulé à certains moments un tout petit peu plus vite, et s'il y avait eu une cohésion un peu plus importante, moins attaqué sur le ça aurait été pour l'Ecne Sud le maillot jaune assuré, et peut-être même avec beaucoup plus d'avance. Andreas l'Ecne Sud et Mathieu Burgodeau qui ont un point commun, c'est qu'ils ont tous les deux brillé en début de saison sur les routes de Paris-Nice. Burgodeau en remportant l'étape de Bagne, l'Ecne Sud en terminant aux portes du top 10, ce qui est quand même pas mal pour ce coureur qui était jusque-là souvent catalogué plutôt comme rouleur et pas seulement comme rouleur et grimpeur. Maintenant, il a cette double réputation. Est-ce que c'est un coureur, même s'il n'a pas pris le maillot, qui peut jouer au classement général dans ce Tour de Suisse? Ou est-ce qu'il va payer ses efforts aujourd'hui? Oui, il va payer ses efforts, parce que là, il s'est mis minable quand même pour finir. Ils sont partis pratiquement au bout de 25 km de course. Donc les efforts qu'il a fournis là vont quand même le sécher un petit peu. Et quand on va arriver dans la haute montagne, il rendra le tablier, ça c'est évident. Ouais, il est déjà un ton en dessous, hein, à la base des meilleurs grimpeurs, de ceux qui vont jouer le classement général. Là, à la limite, s'il avait pris le maillot là avec 30, 40 secondes, 50 secondes d'avance, pourquoi pas? On sait que le maillot, des fois, ça, enfin c'est pas des fois, même tout le temps, ça transcende et ça permet à des coureurs de se découvrir. Là, en étant 4e au général, bon bah voilà, il a bien fait de remporter son étape aujourd'hui, parce que là, bah, il n'aura plus l'occasion de pouvoir aller dans une échappée, en tout cas pas tout de suite. Et puis bah pour le général, non, clairement je pense que ce sera trop juste, même avec toutes les qualités qu'on a évoquées, notamment celle en contre-la-montre. Alors on a parlé, et c'était le qualificatif de cette étape, d'étape de dupe, parce qu'on a vu effectivement que derrière l'Ecne Sud, eh bien l'équipe Bahreïn n'a pas cherché à défendre son maillot, que d'autres formations se sont un petit peu observées du coin de l'œil, notamment placées au général. Ces deux équipes prendre vigoureusement la poursuite à leur compte, mais à un moment où il était de toute façon trop tard pour revenir sur l'homme de tête. Explication de l'un des protagonistes du jour, Adrien Petit, au micro de Tanguy Kérouaz. Adrien, juste une petite question. Patrick Chassé nous a fait une commande. Il nous a demandé d'essayer de comprendre pourquoi Wanty et Alpecin avaient roulé dans le final, parce que pour eux ça semblait jouer pour la victoire. Je pense qu'on a Pasqualone qui doit faire deuxième du sprint du peloton, quelque chose comme ça. C'est vrai qu'on n'était pas forcément sûr de pouvoir passer dans le final les deux difficultés. Et voilà, il y avait un gros écart. Dans la dernière montée, il restait plus qu'1 minute 30, je pense, sur le mec échappé. Donc ouais, il y avait encore possibilité que ça rentre, mais voilà, je pense que de toute façon c'est une dure semaine. On n'a pas grand chose pour nous, on va dire, on a un groupe
avec Pozzo pour le général, mais sinon après on a aussi le groupe sprint qui est ici et on n'a pas grand chose à faire, donc on essaye de prendre ce qu'on peut, quoi. On a vu que c'était assez particulier aujourd'hui dans le peloton. On a vu 4 minutes à 4 km, 3 minutes à 30 km. Et on a l'impression que ça roulait, ça lâchait. Il n'y avait pas un vrai rythme soutenu dans le peloton aujourd'hui. Non, dans le peloton, c'est resté toujours au même rythme. C'est qu'en fait, dans l'échappée, ils se sont attaqués rapidement devant. Je pense qu'après 100 km de course, au moment où il y avait vraiment les bosses très raides, là, dans l'échappée, on a entendu que ça s'attaquait déjà. Je pense qu'ils ont vraiment mis un grand coup d'accélérateur à ce moment-là. Et c'est là qu'ils ont pris, ils ont pris presque 6 minutes. Et alors que dans le peloton, ça roulait déjà bien, quoi. Donc non, c'est pas le tempo du peloton qui a baissé, c'est vraiment l'échappée qui après 100 km ont vraiment mis un grand coup d'accélérateur. Merci Adrien. Et bien voilà, c'était les explications d'Adrien Petit, très clair, avec beaucoup de franchise effectivement, sur les raisons, les motivations de cette équipe. Pasqualone est allé chercher une place d'honneur à l'arrivée de cette étape. 3e. Oui, sauf qu'il y a un petit bémol dans ce qu'il dit, c'est qu'il y avait une 30 en haut et il dit on pensait aller les chercher. Avec une 30 en haut, tu vas pas chercher un coureur comme Nossoud. En tout cas, vous découvrez le parcours de l'étape de demain, 3e étape en direction de Grenchen, Granges si vous préférez, dans le canton de Soleure. Et c'est une étape, une fois de plus, qui sera difficile. Alors les difficultés les plus importantes ne sont-elles pas inversement à ce que l'on a vu aujourd'hui, plutôt dans la première partie? Ouais, plutôt dans la première partie, même voire au milieu. Mais demain, on aura un parcours encore difficile, plus de 3000 mètres de dénivelé positif sur la journée, 177 km. Donc voilà, un parcours difficile. Et puis toujours, ça c'est un peu, en Suisse, on aime bien faire ça. C'est toujours cette boucle à la fin, cette boucle finale. On passera sur la ligne, il restera 25 km. Et là, sur cette boucle, on aura un 3e KT à franchir. Et on aura aussi un sprint intermédiaire. On sait que les bonifs sont importantes. Et demain, à nouveau, la chaleur, un peu comme aujourd'hui. On annonce 30 degrés demain sur les environs de Grenchen. La canicule sera au rendez-vous. Eh bien, pour vous rafraîchir, on va vous laisser avec l'équipe de Greg, évidemment, à l'occasion de cette fin de journée. N'oubliez pas, demain, belle journée de vélo. Il y aura bien sûr le Tour de Suisse. Mais auparavant, il y aura le Mont Ventoux sous toutes ses coutures. Mont Ventoux avec la course des femmes à partir de 10h45. La course des hommes ensuite dans la foulée. Bel après-midi de vélo. Et on retrouvera notamment Manu Merlot qui viendra renforcer l'équipe des consultants. Et bien sûr, Claire Bricogne qui sera là pour débriefer de tout cela, contrairement à ce qu'elle faisait aujourd'hui. Je ne sais pas où elle était. On va la retrouver, on va la retrouver. On lui demandera demain. Allez, bonne fin de journée sur la chaîne L'Équipe. Bonne soirée, messieurs. Au revoir. Yeah.